Il y a une véritable énigme qui plane sur le Moyen-Âge en Europe. Imaginez un peu, après la chute de Rome, c'est le chaos. Dans toute cette instabilité, un continent entier semble tourner le dos à son passé. Toute la philosophie, toute la science héritée des Grecs, oubliée, disparue. Et puis, après une amnésie de près de 700 ans, voilà que ce savoir refait surface, comme par magie, et vient nourrir à nouveau les plus grands esprits européens. Alors la question est simple. Comment est-ce possible? Comment un trésor intellectuel aussi immense a-t-il pu renaître après 7 siècles d'oubli quasi total? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Parce qu'on s'en doute, ce savoir n'a pas pu s'évaporer. Il a bien dû être conservé et peut-être même développé, quelque part, non? Alors, pour comprendre, il faut revenir en arrière, au 5e siècle. Et là, on a vraiment deux mondes qui s'opposent radicalement. D'un côté, l'Europe. Rome vient de tomber. C'est la fin d'un empire. Les villes sont en ruine. On écrit de moins en moins. Bref, c'est une ère de peur et d'insécurité. Et de l'autre côté, en Orient, c'est une toute autre histoire. Là-bas, l'héritage de l'Antiquité est bien vivant. Les grandes bibliothèques et les académies continuent de prospérer. Donc, en Europe, pendant cette très longue période, les rares manuscrits qui ont survécu au naufrage, eh bien, ils dorment. Ils prennent la poussière au fond des monastères. Il faut dire aussi que l'Église de l'époque a d'autres priorités, comme combattre le paganisme. L'heure est au dogme, bien plus qu'à la libre pensée philosophique. Mais alors, où est passé tout ce savoir? En fait, il n'a pas disparu, il a juste déménagé. Il a pris la route de l'Est. Il a trouvé refuge à Byzance, mais aussi et surtout en Perse. Pourquoi là-bas? Parce que de nombreux savants fuyant un empire byzantin de plus en plus rigide s'y sont installés. Et dans leur bagage, ils avaient quoi? Les précieux manuscrits grecs. Ces lieux sont devenus de véritables coffres-forts pour la pensée antique. Alexandrie, Byzance et donc la Perse ont maintenu la tradition grecque en vie. Un peu comme une flamme enveilleuse qui attendait juste un souffle nouveau pour se raviver. Et ce souffle, il va venir avec l'émergence de l'islam. Ce souffle nouveau, il va prendre la forme d'un empire. Au milieu du 8e siècle, une nouvelle dynastie, les Abbassides, prend le pouvoir. Leur projet est immense, fonder un empire multiethnique, ouvert, où tous les musulmans sont égaux, qu'ils soient arabes ou non. Et pour incarner cette vision universelle, ils bâtissent une nouvelle capitale, Bagdad. Et quelle capitale? Au 9e siècle, Bagdad, c'est tout simplement la plus grande ville du monde. Une métropole bouillonnante, qui va compter jusqu'à 1 million d'habitants. C'est le centre du monde qui attire des gens de toutes les origines et de toutes les religions. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, juste pour comparer, Paris, à la même époque, c'est quoi? C'est environ 5000 habitants. 5000. Le contraste, c'est juste saisissant. Ça montre bien à quel point Bagdad était le cœur battant du monde, et surtout, du savoir. Au cœur de cette effervescence, il y a un lieu mythique, la Beit al-Hikma, la maison de la sagesse. Et ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas juste une grande bibliothèque. Non, c'est une véritable institution, financée par l'État, avec une mission claire et ambitieuse. Rassembler tout le savoir du monde, grec, perse, indien, et le traduire en une seule langue, l'arabe. Ce mouvement de traduction est d'une ampleur colossale. Et attention, on ne se contente pas de préserver les textes. On va beaucoup plus loin. On rassemble, on traduit, bien sûr, mais surtout on enrichit. La langue arabe elle-même se transforme pour pouvoir exprimer des concepts complexes. Les savants ne sont pas des simples copistes, ils critiquent, commentent et souvent dépassent les anciens. Et l'héritage de cette époque, on le retrouve tous les jours dans notre vocabulaire. Des mots comme algèbre, qui vient de al-jabr, ou algorithme, qui vient du nom du grand mathématicien Al-Khawarizmi. Même le concept du zéro et notre système de chiffres, qu'on appelle les chiffres arabes, nous viennent tout droit de ce formidable creuset intellectuel. Alors, pendant que Bagdad brille à l'Est, un autre centre intellectuel majeur émerge, mais cette fois en Occident. C'est Al-Andalus, l'Espagne musulmane. Et c'est ce pont culturel qui va être décisif pour le retour de ce savoir en Europe. Des villes comme Cordoue ou Tolède deviennent des lieux de convivencia, de coexistence. Des savants musulmans, juifs et chrétiens y travaillent côte à côte, créant une symbiose culturelle unique. Et cet esprit d'échange, on le voit inscrit dans l'architecture même de ces villes. Comme le dit si bien cette phrase, « Mais alors, comment ces lumières, qui avaient tant voyagé, sont-elles finalement revenues éclairer l'Europe ?» La clé, elle se trouve dans un événement historique majeur, la Reconquista, la reconquête progressive de l'Espagne par les royaumes chrétiens. Le grand tournant, c'est la prise de Tolède en 1085. Quand les savants européens y entrent, ils découvrent des bibliothèques remplies de trésors inestimables. Un immense chantier de traduction commence alors, mais cette fois de l'arabe vers le latin.
Et c'est ce savoir, fraîchement traduit, qui va former la base des programmes des toutes premières universités d'Europe, à Bologne, Paris ou Oxford. La renaissance intellectuelle européenne ne sort donc pas de nulle part. On peut vraiment voir ça comme une course de relais du savoir. Prenez la médecine. Les travaux du grec Galien sont largement dépassés par Avicenne, dont le canon de la médecine sera le manuel de référence en Europe jusqu'au XVIIe siècle. En optique, Alhazen révolutionne les théories d'Euclide et ouvre la voie à Kepler. Et en philosophie, c'est en grande partie grâce aux commentaires d'Averroès que l'Europe redécouvre Aristote. Et voilà, notre énigme du début est résolue. Le savoir antique n'a pas été simplement oublié puis retrouvé par hasard. Il a été précieusement conservé, traduit, commenté, enrichi et finalement retransmis à l'Europe par le biais du monde arabophone. Une chaîne de transmission culturelle absolument fascinante. Cette histoire incroyable nous rappelle une chose essentielle. Les idées voyagent, se croisent, s'enrichissent et se moquent bien des frontières qu'on leur impose. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Si le savoir a toujours été un héritage partagé, pourquoi a-t-on si souvent tendance à oublier son parcours collectif ?